Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 244e Timeline. Jack l'Éventreur, là, au simple fait de mentionner son nom, on voit, j'imagine déjà ce que vous voyez d'ailleurs, le pub surpeuplé de gens ivres, une prostituée qui sort en titubant pour gagner les quelques pence nécessaires pour qu'elle puisse dormir la nuit, un homme qui suit la malheureuse, ses pas résonnent dans les ruelles désertes de l'East End, les rares lampadaires parviennent à peine à percer l'épais brouillard. La silhouette de l'inconnu accoste sa victime. C'est un homme bien vêtu avec une cape noire, un chapeau haut de forme, un sac noir à la main qu'il ouvre et jaillit l'éclair d'un scalpel. Voilà, ça c'est les images générales qu'on voit dans les films, les séries, etc. Dans cette émission, je vous le dis d'emblée, je ne vais pas vous proposer de découvrir qui est Jack l'Éventreur. Il y aurait tellement de personnages possibles et de liens possibles avec les uns et les autres qu'il faudrait 150 émissions. Non. Je vais plutôt revenir sur tous les mythes dont je viens d'ailleurs de vous parler, reprendre l'histoire avec les faits tels qu'ils se sont réellement passés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé. D'emblée, je vais faire tomber quelques-uns, allez là tout de suite, il n'y a jamais eu de brouillard dans aucun des meurtres de Jack l'Éventreur. En plus, la deuxième victime a été assassinée en plein jour. Les lettres signées Jack l'Éventreur n'ont certainement pas été écrites par le meurtrier, mais plutôt ont été l'œuvre d'un jeune journaliste. Le duc de Clarence, et d'ailleurs aucun autre membre de sa famille, la famille royale, n'était Jack l'Éventreur. Mary Kelly n'était pas enceinte lors de son assassinat, je vais y arriver. Et enfin, les dossiers de Scotland Yard n'ont absolument jamais été classés pour des raisons mystérieuses jusqu'en 1992. La preuve, on peut les consulter depuis de très nombreuses années et ce sont ces dossiers qui sont à l'origine de cette émission. Alors je suis pas allé à Scotland Yard pour aller les chercher, mais j'en ai parcouru quelques-uns parce qu'on peut les trouver sur internet. Mais il y a également, et heureusement, des livres en français qui ont réussi à pas mal les résumer. Allez, c'est parti, retour à Londres en 1888 dans le fameux quartier de Whitechapel. Évidemment, pour plus de clarté, je vais franciser les noms, souvent dans la prononciation. Je vais essayer au maximum de vous donner les unités de valeur dans que ce soit en métrage ou que ce soit en euros, qu'on essaye un peu de comprendre. Je vais faire le maximum. Mais d'abord, on va essayer de faire un petit tour du quartier, de ce fameux quartier de Whitechapel à cette époque. On est donc dans ce qu'on appelle l'East End, qui comprend les quartiers de Pollard, de Limehouse, de Stepney, de Whitechapel, donc de Wapping, de Bromley et de Bow. Pour être très précis, on est à l'est, évidemment, de Londres, d'où son nom, l'East End. On est à l'est de Londres. Vous avez cette fameuse cité médiévale, vous savez, qui s'arrête avec la tour de Londres, qui marque un peu les remparts de la vieille cité. Vous avez aujourd'hui Tower Bridge, vous avez les docks, juste à côté. Et au-dessus des docks, vous avez le fameux quartier de Whitechapel. C'est un endroit qui, à cette époque-là, est perçu par les gens respectables, comme on dit, comme une sorte de continent mal connu, de no man's land, on dirait aujourd'hui, voire une sorte de jungle dangereuse, où la loi et l'ordre sont constamment menacés. L'East End, on le sait parce qu'il y a eu une enquête en 1887, c'est près de 500 000 habitants, 457 000 je crois, dont 65% vivent au-dessus du seuil de pauvreté quand même, on va dire heureusement, 22% sont à la limite de la pauvreté, 13% sont constamment affamés, c'est-à-dire que on a donc ces fameux 35% de population, ce qui est énormissime, déjà 13% constamment affamés c'est une horreur, mais 35% qui sont vraiment pas bien. Et ce quartier de l'East End a une réputation d'enfer, de pauvreté, notamment on le sait grâce aux œuvres de Charles Dickens ou de Jack London. Vous savez, il a écrit Le Peuple des Abysses. Vous savez peut-être qu'il s'habillait en clochard pour arpenter les rues de l'East End et décrire la misère qu'on y voyait. Alors d'accord, c'était en 1902, mais enfin objectivement on n'est pas très loin et il n'y a pas grand-chose de changé entre 1888, date des événements, et 1902. Les gens travaillent à cette époque-là 7 jours sur 7, à raison de 12 à 16 heures par jour, quand ils ont la chance d'avoir un emploi.
C'est pas rare d'ailleurs de voir des familles de 7 ou 8 personnes survivre dans une seule pièce, une pièce de 10 à 12 mètres carrés, on vit à 7 ou 8 parfois, c'est la misère la plus profonde. Une des professions les plus communes pour les hommes, c'est celle de couturier ou de tailleur qui reste l'apanage exclusif de nombreux immigrants, des juifs d'ailleurs en provenance d'Europe de l'Est. On a d'ailleurs l'exemple d'un juif hongrois que beaucoup des ouvrages d'ailleurs qui parlent de Jack l'Éventreur reprennent, parce que l'un des suspects était un juif justement. Donc, il y a eu beaucoup d'émeutes, j'y reviendrai, sur l'antisémitisme à cette époque-là. Donc, cet exemple est très significatif de ce qui se passait à l'époque et grâce à Chris Booth qui a fait donc l'étude en 1887, on sait tout ça. Donc cet homme s'appelle Samuel Widman, c'est un professeur dans son pays, il arrive à Londres en 1878, il ne trouve aucun emploi pendant près de 3 mois, donc vous imaginez comment il peut vivre à cette époque-là. Finalement, il a l'opportunité de démarrer une carrière de bottier. Au début, il n'est pas qualifié, il est d'abord obligé de travailler, il travaille gratuitement de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Ensuite, il connaît, et je parle bien gratuitement, donc il faut bien trouver de l'argent quelque part. Depuis qu'il connaît son métier, il va toucher 15 shillings et 8 pence, j'en reviendrai un petit peu après. Il ne va commencer ensuite sa journée qu'à 6 heures du matin, heureusement. En plus, on lui donne quand même une tasse de café, une tasse de thé, mais pas de pain pour toute la journée. Il doit être présent 6 jours par semaine, même s'il n'y a pas suffisamment de travail, parce que les journées de chômage technique ne sont évidemment pas payées. À cette époque-là, on est dans une autre société que celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est évident. Le lieu de travail, on le connaît, il consiste, il le décrit, en une pièce de 4 mètres carrés, pour une hauteur d'1,80 mètre. Il y a des fenêtres, il y a 2 fenêtres, là où il travaille, 2 lampes à gaz, un fourneau. On imagine quand même l'ambiance là-dedans. Et c'est dans cet espace extrêmement confiné que son patron et ses employés travaillent 18 heures par jour. Et Wildman explique que son salaire hebdomadaire varie entre 13 shillings. Alors, une livre sterling vaut 20 shillings pour les mois les plus difficiles, décembre, janvier, s'il a la chance d'avoir ce travail, et un gain maximum de 28 shillings. Je vais revenir sur une livre vaut 20 shillings dans un instant. En 1840, le revenu moyen d'un ouvrier anglais est donc de 20 shillings par semaine. Je dis bien par semaine. Vous savez peut-être, le 15 février 1971, qui se trouve être ma date de naissance exacte d'ailleurs, le Royaume-Uni a adopté le système décimal. Du coup, vous savez peut-être, donc la livre sterling actuellement est divisée en 100 pence, mais avant cette date-là, elle était donc divisée en 20 shillings. Donc un ouvrier touche une livre par semaine en moyenne, 20 shillings, une livre en moyenne par semaine. Vous vous dites, ça ne nous donne aucune idée de ce que c'est aujourd'hui ou de ce à quoi ça représente. Une livre de pain coûte à cette époque-là 1 livre et 30 pence. Une livre de pain, c'est 500 grammes. On calcule que si un être humain, un adulte, on va dire normalement constitué, ne se nourrit que de pain, il faut 4 livres de pain par jour. Il faut donc un adulte normalement constitué, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup plus pour se nourrir avec du pain, donc il lui faut plus de 5 livres par jour. Ça, c'est le coût de ce que ça lui coûte. Il lui faudrait 5 livres, d'accord, 100 shillings si vous voulez, 5 livres par jour de pain. Or, il n'en gagne qu'une par semaine. Voilà un petit peu dans quel état on est à cette époque-là. C'est très important quand même de remettre les choses à leur place. En 1888, les femmes et les enfants sont considérés comme, j'allais dire des moins que rien, c'est vrai, des troupeaux exploitables. Je crois que le mot peut être utilisé. On a un article célèbre, le Girl Labor in the City, le travail féminin à Londres. C'est John Law qui en fait était une femme d'ailleurs et qui témoigne. Les jeunes femmes trouvent, voilà ce qu'elle dit, les jeunes femmes trouvent environ 200 types d'emplois qui vont de la fabrication de peignes, de boutons, de cigarettes, d'allumettes, de porte-manteaux et de lunettes, aux travaux plus qualifiés de parfumeuses ou de couturières en fourrure. On peut les diviser en 2 catégories, celles qui gagnent de 8 à 14 shillings par semaine et celles qui ne touchent que 4 à 8 shillings. D'après mes recherches, je dirais que le salaire moyen tourne autour de 10 shillings pour les premières et de 4 shillings et 6 pence pour les moins favorisés. Je parle bien par semaine. Elles démarrent leur journée de travail vers 8 heures du matin pour la terminer à 7 heures du soir, avec 1 heure pour les repas et une demi-journée de repos le samedi.
Pour nombre d'entre elles, il faut effectuer des heures supplémentaires jusqu'à minuit ou même quelquefois toute la nuit. Les moins favorisés sont autorisés par leurs employeurs à porter de vieux vêtements et des bottes, tandis que les plus riches doivent avoir une présentation correcte. De nombreuses familles survivent grâce au labeur d'une ou deux de ces jeunes filles qui peuvent au mieux rapporter quelques shillings au foyer. On affirme volontiers que la jeunesse d'une nation est le garant de sa postérité. Quelle sorte de futur ces jeunes filles faméliques et au visage tiré peuvent-elles offrir à l'Angleterre ? Et oui, pour s'en sortir, ces femmes n'avaient en réalité qu'une seule et unique échappatoire. Il faut dire le mot parce qu'il est important pour notre histoire, la prostitution. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.